Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, France Inter. Bonsoir, je tiens à vous dire toute mon admiration pour votre courage et d'être venu pour dénoncer les prédateurs, les clouer au pilori et les exposer à la vindicte populaire. Comme vous, je rêve chaque nuit de voir pendu au réverbère le dernier banquier avec les tripes du dernier actionnaire. Mais laissez-moi évoquer d'autres prédateurs et je vais tenter de vous faire applaudir des prédateurs. Je vais tenter. Il y a quelques jours, toute l'élite intellectuelle, médiatique et politique du pays, unanime, avec émotion et gravité, manifestait sa solidarité et son indignation face à l'attentat contre les locaux de nos confrères de Charlie Hebdo. Pas de victimes, heureusement, seulement du matériel informatique, une quarantaine de disques durs ont été perdus. Toute la France était là, du ministre de l'Intérieur Claude Guéant au philosophe Bernard-Henri Lévy, de Philippe Val à Marine Le Pen, main dans la main, le poing levé pour dire « No pasaran ». Quelques jours auparavant, il y avait beaucoup moins de monde, le 24 octobre, pour un autre attentat, non loin d'ici. Un cocktail Molotov embrasait un squat, rue des Pyrénées, à Paris, habité par des familles roms. 114 familles, dont 43 enfants, y ont tout perdu. Un homme de 55 ans est mort dans l'incendie, Yon Salakean. La couverture médiatique a été beaucoup plus mince, l'indignation beaucoup plus contenue. Nos confrères ont été beaucoup plus pudiques. Et en comparant ces deux événements, une certaine fatigue vous gagne, une certaine lassitude s'empare de vous. Alors contre ça, vous allez boire un coup à la terrasse au soleil de ce samedi. Et là, voilà les prédateurs. Une bande de mômes, garçons, filles, 12-13 ans. Au faciès, monsieur Guéant reconnaîtrait des Roms, des jeunes Roms, des enfants Roms. Sauf qu'ils ne font pas la mendicité, ils ne font pas la manche, pas d'accordéon, pas de pitié. Non, ils chapardent. Tranquillement, ils piquent dans les assiettes à la terrasse, ici une part de pizza, là une cuisse de poulet, un garçon boite de l'eau au goulot, une gamine prend même une serviette en papier pour s'essuyer les doigts, et puis ils continuent leur chemin. Les clients n'osent pas trop protester, il y en a un qui râle, qui se lève, mais les petits prédateurs sont déjà envolés jusqu'à la terrasse, plus haut. Là, ils cueillent un morceau de fromage, là, une part de tarte, fromage et dessert, et puis ces voleurs s'envolent. Voler, c'est pas tout à fait le mot, ils font ça tranquillement, ils le choisissent avec aplomb, ils se servent, et puis ils s'en vont, tranquillement, les pieds bien posés sur cette planète. Alors je sais, il y a une mafia roumaine qui exploite ces enfants. J'ai entendu M. Guéant. Je sais que moi-même, j'ai bien planqué mon portable au fond de ma poche. Je sais qu'un conservateur est un progressiste qui vient de se faire voler sa voiture, je sais. Et je sais que ce n'était pas forcément les mômes du squat incendiés dans le 20e arrondissement. Mais, en les voyant s'éloigner, je me suis dit que c'était là le seul moyen de vous faire applaudir ce soir des petits rapaces. Ça va être Gérard Filoche qui va me succéder, si vous voulez. Pas de vote.
la vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail ne le serait-il pas? Il y en avait qu'une pour dire ça, bien sûr, alors on me l'a confié. J'aurais voulu Marc Ladré de la Charrière, je l'aimais bien, mais j'ai Laurence Parisot. Alors, la vie, l'amour, la santé sont précaires, c'est quand même l'apologie de la réaction en philosophie. Parce que finalement, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la lutte contre la précarité. Depuis 50 siècles, les humains, du fond des cavernes, luttent pour manger, vivre, ne pas souffrir, ne pas avoir soif, être vêtu, ne pas avoir froid. Ils luttent contre la précarité. On a inventé l'agriculture pour lutter contre la précarité de la cueillette. On a inventé l'élevage pour lutter contre la précarité de la chasse. Et 50 siècles après, ici, à Paris, en France, vous avez la chef du MEDEF qui dit 50 siècles d'erreur. Tout doit être précaire. Et tout, y compris la vie, la santé et l'amour, et soyez donc précaires dans le travail. Elle a dit aussi, parce que parfois j'ai tellement cité depuis tellement d'années, que les gens les murmurent en même temps. Mais c'est la liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. Elle aurait pu le dire autrement, hein. Elle aurait pu dire la liberté s'arrête là où commence le code du travail. Non, la liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. Quand c'est dans un film d'Anne Kunvari, produit par Iskra, qui s'appelle « Il était une fois le salarié », elle est assise dans une voiture, tranquille, et elle dit la liberté de penser s'arrête là où il y a le code du travail. Le code du travail, c'est le droit le plus intime, le plus quotidien. C'est le fait de lutte et de sang, de larmes et de sueur. C'est le droit qui fixe pour chacun de vous la facilité ou pas de défendre son salaire, de défendre sa force de travail, de défendre sa dignité, de défendre son hygiène, de défendre sa santé, de défendre sa sécurité sociale, de défendre ses cotisations sociales, de défendre sa retraite. C'est le texte arbitre. C'est le moins enseigné, le moins connu, le plus dénigré, le plus fraudé et le plus haï de Laurence Parisot. Et c'est ainsi qu'elle veut le recodifier en permanence. Sans cesse, elle dit, il est trop complexe, il est trop gros, il est trop long, il y a trop de lignes, il y a trop d'articles. Enfin, elle ne disait pas ça quand elle défendait le traité constitutionnel européen. J'ai toujours été surpris que ceux qui défendaient le traité constitutionnel européen ne le trouvaient pas trop complexe. Mais le code du travail, si. Ça, beaucoup, beaucoup. Madame Parisot, c'est elle qui, il y a 4 ans, on a oublié parce qu'il y a eu tellement de mallettes depuis. Des mallettes de Gourgy, de Gourdi, je sais plus, de Takiedine, de Karachi. Mais il y a eu les mallettes du patronat. Elles ne sont pas encore jugées. C'était le 26 septembre 2007, il y a 4 ans. C'était... le Tracfin a trouvé 600 millions d'euros dans une caisse. 600 millions d'euros, c'est pas mal, hein, parce que c'est 150 millions d'euros qu'ils ont pris aux accidentés du travail quand ils ont supprimé la non-imposition de leurs indemnités, et ils vont prendre 400 millions d'euros sur les indemnités maladie, les indemnités journalières, dans les jours ou semaines qui viennent. Là, c'était 600 millions d'euros. D'où venait-il? Alors, DGS, il s'appelait, hein, Denis Gauthier-Sauvignac. DGS allait chercher ça dans des mallettes de 22 à 34 kilos, régulièrement, une fois par mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Lui, il était directeur de l'URSSAF. Et il payait en partie une partie de ses membres de la direction du MEDEF pour ne pas payer les cotisations sociales à l'URSSAF. Il les payait en liquide. C'est quand même le président de l'URSSAF patronal qui ne paye pas les cotisations URSSAF, donc il est chargé de faire rentrer. Et il le fait avec ses mallettes, cet argent, ces 600 millions. Quand ça a été découvert, alors Madame Parisot a fait une indignée. Alors, comment c'est possible? Je ne savais pas. Alors, il y en a qui ont dit, mais oui, c'est normal, le MEDEF est un syndicat, il n'y a pas de contrôle des finances d'un syndicat, c'est pas vrai, le MEDEF n'est pas un syndicat, le MEDEF est une union, on va sur le statut du MEDEF, on voit, c'est pas un syndicat, c'est écrit au début. Ah, mais ça existait depuis des dizaines d'années, ah bah c'était pas une raison non plus. Ça remontait à Valdec-Rousseau, ah c'était pas une raison non plus. À quoi ça servait? À fluidifier les relations sociales. Et elle a dit alors, beaucoup savaient inconsciemment. Je vous invite à méditer cette phrase, parce que le savoir inconscient collectif mérite d'être étudié. Et après elle a dit, je me sens salie.
On est 4 ans après, elle ne s'est pas lavée. Elle n'est pas jugée. Elle n'a rien changé au mode de fonctionnement du MEDEF. Elle a aggravé sa situation. Parce qu'après, elle a dit, d'autres phrases, les prud'hommes, ça insécurise les employeurs. Vous savez, ils sont riscophiles, mais ils ne veulent pas être insécures. Il faut que les cotisations rentrent, mais pas trop, il n'en faudrait pas des cotisations. Vous avez peut-être vu qu'à... Je sens le ton. Vous avez peut-être vu qu'à Canal+, au jour, elle s'est lâchée encore tellement elle a le sens des formules. On lui demandait quel était le sens justement du mot URSAF. Elle a dit, je ne me rappelle plus. Mais ça me fait penser à URSS. En plein journal, Canal+, comme ça, URSS. Pour elle, c'était le rejet. Comment on prend des cotisations mutualisées, collectives, qu'on redistribue à tout le monde selon ses besoins? C'est l'URSS. Comment c'est une charge insupportable pour les employeurs, ce n'est pas un bonheur pour les salariés? C'est l'URSS. Et c'est de cette façon que cette femme de slogan en slogan s'est attaquée à nous quand même, parce qu'elle loge à l'Élysée en vérité. En vérité, c'est la chef du CAC 40. En vérité, c'est la propagandiste idéologique. L'autre jour, dans une réunion sur les questions des femmes, elle disait, vous en avez de la chance qu'une femme soit à la tête du patronat. Parce qu'on va faire bouger les consciences. Elle voulait faire bouger les consciences, mais elle ne voulait pas de loi pour imposer l'égalité salariale professionnelle homme-femme. Pas de loi, les consciences, on y arrivera tous ensemble dans 250 ans, à ce rythme-là. Et il est évident qu'elle ne veut pas de loi, pas d'ordre public social. Elle ne veut pas qu'on se défende, elle ne veut pas qu'on lutte contre les dettes, elle ne veut pas qu'on défende notre sécurité sociale, elle ne veut pas qu'on s'oppose à l'austérité et à la rigueur que Fillon et Sarkozy nous proposent. C'est la défenseuse numéro 1, la plus forte, toute catégorie confondue, de Sarkozy.